Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité énergétique de l'humanité. Aujourd'hui on va parler un peu de Jung, Carl Gustav Jung, et de son énergie de l'innocence, énergie 25, et du mot de synchronicité qu'on entend partout dans la spiritualité et qu'on ne sait pas que c'est Jung qui l'a prononcé. Pourquoi? Pour parler du viking. Eh oui. Donc, j'ai écrit un petit texte il y a plus d'une dizaine d'années. J'ai lu la psychanalyse et puis la psychologie de Jung, Freud et compagnie depuis l'adolescence. Il y a une dizaine d'années, j'ai voulu écrire un livre. J'ai écrit un livre sur Darwin, Freud, Jung. Et puis, je vous lis un passage, un extrait de ça que j'ai relu ce matin. Et je voulais réécrire autre chose, mais en fait, ça me semble assez concis. Voilà. Donc Jung est un Suisse protestant de langue allemande qui est né en 1875 et qui est mort en 1961. C'est un médecin de l'âme, inventeur de la psychologie analytique. Donc il y a eu sa rencontre avec Freud, on va y revenir très brièvement. Je rentre pas dans le détail, c'est pas le sujet. Donc Freud, la psychanalyse, et Jung, psychologie analytique, qui a d'autres noms aussi de temps en temps. Son hexagramme, donc 25, l'innocence, est le seul hexagramme qui ne soit définissable que par la négation. Ça, c'est intéressant quand on étudie les 64 énergies, de bien comprendre, entendre en quoi cette énergie est différente des 63 autres. Et pour l'énergie de l'innocence, alors que moi, l'énergie 25, je la traduis par innocence. Richard Willem l'a traduit par l'inattendu, et Javary et Ford, dans la traduction rouge, les Français la traduisent par spontanément. Ok, mais moi, je trouve que le mot innocence est là, mais je sais pourquoi c'est difficile à dire, et presque impossible. Donc, la particularité de cette énergie de l'innocence, celle de Jung, c'est qu'on ne peut la définir que par la négation. On ne peut pas nommer le silence sans tuer le silence. Ok? C'est le même principe. Sauf qu'il y a des exceptions. Alors, je vous donne les noms sans développer des autres personnalités, personnages, etc. dont j'ai capté leur énergie. Dans cette énergie 25 innocence. Ça commence forcément par Jésus de Nazareth. Ok? Je développe pas, c'est pas le sujet. Léonard de Vinci. Alors, j'en dis juste 1, 2, 3 mots. Léonard de Vinci, pourquoi il y a la Joconde qui fait venir des millions de personnes au Louvre? C'est parce que Léonard de Vinci, il a réussi l'impossible, c'est que cette énergie qu'on n'arrive pas à définir, qu'on ne peut pas nommer, bah lui, il a réussi à la peindre, carrément. Donc, c'est le paradoxe accompli, le génie des génies, il l'a fait. Bon, ok, c'est ça qu'on vient voir dans la Joconde. Qu'on le sache ou qu'on le sache pas, c'est ça qui se passe. Donc Jung, dans l'énergie de l'innocence, le chanteur Christophe, qui nous a quittés récemment, Serge Lama, qui est encore là, et qui a chanté « Je suis malade », et dont cette chanson a été reprise par Lara Fabian, magistrale. Il y a sur YouTube, il y a une interprétation absolument géniale, magnifique, qui tourne en boucle, tout le monde tombe dessus et est éberlué, et parce que Lara Fabian vit aussi dans cette énergie 25 innocence, et ainsi que Mélodie Gardot, ok, magnifique voix. Donc ça c'est le tour. En tant que principe vivant, l'innocence n'est donc pas définissable. D'ailleurs, Jung et sa pudeur sacrée ne sont jamais allés à Rome. Alors ça, faut rentrer dans... C'est Jung qui dit lui-même qu'il il a toujours voulu aller à Rome, il n'est jamais allé. Et moi, je comprends qu'il pouvait pas, en tant que protestant, en plus, il y a cette dimension-là qui rentre en jeu, voir l'innocence à Rome en plus. Bon, c'est long à développer, c'est compliqué, c'est pas vraiment le sujet du jour. De plus, Jung signifie jeunesse en allemand. Donc il y a encore cette dimension à éclairer. Il faut noter que Carl Gustav Jung, c'est un détail très important, a lui-même eu un grand-père qui s'appelait Carl Gustav Jung et qui a érigé
un premier asile psychiatrique. Alors, je sais plus si c'est à Bâle, parce que Jung est né à Bâle, mais c'est en Suisse en tout cas, en Suisse. Donc, pour toucher un peu de cette indéfinissable innocence, ouvrons l'autobiographie que Jung a écrite à la fin de sa vie et qu'il a titrée « Ma vie », qui s'ouvre ainsi. Ma vie, je vous donne la citation de départ. « Ma vie est l'histoire d'un inconscient qui a accompli sa réalisation. » Ok ? Un peu plus loin. « Ce que l'on est, selon son intuition intérieure, et ce que l'homme semble être subspecie aeternatis, on ne peut l'expliquer qu'au moyen d'un mythe. » Voilà. Donc, il ne peut pas définir lui-même l'innocence, il tourne autour. Ok, c'est ce qu'il essaye de dire. Et à la dernière page du chapitre clôturant ma vie, Jung écrit « Je n'ai à proprement parler aucune conviction définitive, à aucun sujet. Je sais simplement que je suis né et que j'existe. Et c'est comme si j'éprouvais le sentiment d'être porté. » On est encore dans l'indéfinissable de l'innocence. J'existe sur la base de quelque chose que je ne connais pas. Voilà la définition par la négation. Malgré toute l'incertitude, je ressens la solidité de ce qui existe et la continuité de mon être tel que je suis. Ok. Peu avant de connaître Jung, ah oui, ça c'est pas dit dans le texte, mais je rajoute un tout petit peu. Dans ma vie, à la fin de ma vie, sa grosse autobiographie, il y a un texte sur son ami Richard Wilhelm et sur le Yiking. Et à cette occasion, il rappelle que, contrairement à ce qu'on pense, l'héritage qu'il a laissé et sa relation avec Freud, pour lui, il dit que son amitié avec Richard Wilhelm a été encore beaucoup plus importante sur le plan personnel que celle que sa rencontre avec Freud, qui a quand même été très exceptionnelle. Il le dit lui-même. Ok. Donc là, on parle. Je ne vais pas vous parler de sa rencontre avec Freud, mais un peu plus de sa rencontre avec Richard Wilhelm, qui est le premier traducteur du Yiking à restituer l'esprit du livre chinois. Donc ça, c'est Iéna 1924. Mais il a mis. Donc je pars pas non plus dans toute la vie de Wilhelm. C'est pas le sujet. Peu avant de connaître Jung, Richard Wilhelm a traduit l'hexagramme 25 par l'innocence, l'inattendu. Certes, Jung ne définit lui-même l'innocence que par la négation, mais on trouve sous sa plume plusieurs occurrences de cette notion d'inattendu. Par exemple, dans ma vie, Jung écrit « Il m'est arrivé assez souvent dans ma vie de savoir soudain certains événements qu'il m'était pourtant impossible de connaître. Ce savoir m'assaillait à la façon d'une idée subite. Il en était de même pour ma mère. Elle ne savait pas ce qu'elle disait, mais c'était comme une voix d'une autorité absolue qui exprimait exactement ce qui convenait à la situation. » Ok. Javary et Faure, les traducteurs de la traduction rouge, ont choisi de traduire l'hexagramme 25 par spontanément. Agir spontanément, c'est inventer son attitude en fonction des circonstances. C'est très bien dit et Jung va le confirmer. Dans l'exploration de l'inconscient, donc c'est un livre de Jung, Jung parle de sa méthode de psychologie analytique. Ouvrez les guillemets. L'essentiel est d'apprendre le langage propre de l'individu et de suivre les tâtonnements de son inconscient vers la lumière. À chaque cas, sa méthode. Et un peu plus loin, je me suis fait une règle de considérer chaque cas comme un problème sans précédent dont j'ignore tout. C'est ça qui est absolument unique et colossal dans sa méthode, dans son énergie à Jung. Il considère vraiment chaque personne est un cas unique. Donc il va quand même essayer de tirer des généralités pour comprendre comment ça marche, mais on n'est pas du tout chez Freud. Ok ? Je développe pas. Freud monte une théorie à partir de la sexualité. Par contre, Jung a les clés de l'au-delà, il communique avec l'au-delà, donc il peut prendre chaque individu dans son incarnation même. Ok. C'est résumé, c'est pas trop mal dit. De l'hexagramme, oui, de l'énergie 25 innocence, Javary et Faure évoquent
qu'il décrit une attitude de réponse spontanée, instantanée et instinctive, une adéquation à la situation qui est gage d'une attitude juste, une sollicitation qui requiert un niveau individuel d'une grande vigilance. Voici donc une réponse du médecin Jung tirée de son livre L'exploration de l'inconscient. Ce sont des cas de ce genre qui m'ont appris à adapter mes méthodes aux besoins des malades pris individuellement, plutôt que de m'engager dans des considérations théoriques générales qui ne s'appliquent peut-être à aucun cas particulier. La connaissance de la nature humaine que j'ai accumulée pendant le cours de mes 60 ans d'expérience pratique m'a appris à considérer chaque cas comme un cas nouveau pour lequel avant tout il me faut trouver une méthode d'approche particulière. Ça m'intéresse beaucoup parce que on est vraiment dans l'énergie de l'innocence telle que Jung la vit et la conçoit et l'utilise dans ses méthodes, dans sa pratique de la médecine de l'âme. Wilhelm traduit la grande image, donc une des 10 études de l'énergie 25 innocence. Ah oui, j'aurais dû commencer peut-être par là. Sous le ciel circule le tonnerre. Donc l'énergie 25, c'est l'énergie du tonnerre en bas, l'énergie du ciel en haut. Donc il y a un dessin. Il y a un dessin que j'aurais pu vous montrer. Est-ce que je l'ai ? En tout petit. Donc ça fait... C'est trop petit, ça va pas se voir. Ça fait, si je compte les traits par en bas, Yang, Yin, Yin, Yang, Yang, Yang. Ok. Wilhelm traduit la grande image de l'innocence 25. Sous le ciel circule le tonnerre. Toutes choses parviennent à l'état naturel d'innocence. Ainsi, les anciens rois, riches en vertus et accordés au temps, soignaient et nourrissaient tous les êtres. D'accord ? Maintenant, je mets en parallèle ce que Jung écrit dans son autobiographie « Ma vie ». Il y a des années, j'ai fait une statistique des résultats de mes traitements. Je ne sais plus exactement le nombre exact, mais m'exprimant avec prudence, il y avait un tiers de guérison véritable, un tiers dont l'amélioration était appréciable, et un tiers que je n'avais pas sensiblement influencé. Fermez la citation. Je dois préciser ici que Jung soignait davantage les psychoses et Freud davantage les névroses, ce qui n'est pas exactement la même difficulté. En appendice de Ma vie, il y a aussi cette lettre de 1952 à un jeune érudit. Réponse de Jung donc. Je me suis, pour être plus précis, je ne suis qu'un psychiatre, car le problème essentiel qui guide tous mes efforts est le dérèglement de l'âme, sa phénoménologie, son étiologie et sa téléologie. Un peu plus loin, je ne cultive aucune philosophie, même s'il a une formation philosophique. Il a lu la philosophie allemande. Jeune. Je ne cultive aucune philosophie, mais je pense seulement être un bon médecin de l'âme, et ce, dans les limites de la tâche particulière qui m'incombe. Telles sont les dispositions que j'ai trouvées en moi, et en les réalisant. J'assume ma fonction de membre de la société humaine. Un médecin de l'âme. Une seule fois dans le Viking, au 5e trait de l'innocence, il est question de médecine et de maladie. Richard Wilhelm traduit ce commentaire. Dans une maladie imméritée, il n'est pas besoin de médecine, elle passera bientôt d'elle-même. Javary et Faure traduisent fébrilité du spontané, sans médecine, la joie est là. Dans Ma vie, le 10e chapitre, qui s'appelle Vision, commence ainsi. Au début de l'année 1944, je me fracturais le pied et peu après, j'eus un infarctus cardiaque. Ensuite, Jung développe la vision étrange de son médecin mourant à sa place. Il appelle ça un basileus de Causse, parce que Jung est aussi un alchimiste. Donc là, on est dans sa culture de l'alchimie. Autrement dit, un roi, comme à la grande image de l'énergie 25, Jung le dit lui-même, le médecin était incrédule, mais décède bientôt, lorsque Jung se rétablit. À souligner aussi ce pied cassé et le boiteux, entre guillemets, figurant dans l'idéogramme de l'innocence. Ouais.
ça m'a permis de dater des choses dans sa biographie complète. Javary et Faure, c'est un vieux souvenir qui a plus de 10 ans. Javary et Faure traduisent la grande image de l'énergie 25 innocence sans parler de soigner. Tous les êtres s'unissent spontanément. Les anciens rois, ainsi, florissant par adéquation au moment, élevaient les 10 000 êtres. Cette notion d'adéquation au moment, présente aussi dans le jugement à travers l'expression « être en accord juste », est une des clés de l'innocence, pour comprendre cette énergie de l'innocence. Chez Jung, alors je peux fermer ça. Chez Jung, on pense à sa méthodologie improvisée au cas par cas et à son principe de synchronicité. Et à cette citation reprise dans le commentaire sur le mystère de la fleur d'or, qu'il a écrit avec son ami Richard Willem, c'est un petit livre d'alchimiste en gros, en 1929. La citation est celle-ci. Un vieil adage a dit « Mais si l'homme de travers utilise le moyen juste opère de travers. » Bon, il faut entendre l'innocence qu'on ne peut pas nommer non plus. Et il faut aussi entendre, j'entends le Zhuangzi, l'énergie de Freud en même temps, l'authenticité 61, où il y a vraiment l'équilibre de pousser droit. Voilà. Au jugement de l'énergie 25 innocence, les 4 qualités tertielles sont réunies. J'y reviendrai peut-être. Alors c'est fondamentalement favorisant et ténacité profitable. C'est comme ça qu'on appelle les 4 qualités du ciel et de la terre. D'où les verbes approcher et suivre, ainsi que l'hexagramme 1 du créateur et autres noms d'hexagrammes, dotés de ces 4 qualités tertielles qui sont récurrentes dans le discours de Jung. Donc ça, c'était une parenthèse sur son vocabulaire, où j'entends que ça vient de ça. Bon, ça va pas vous parler beaucoup. Par exemple, cela peut s'entendre dans Problème de l'âme. Problème de l'âme, c'est un autre livre de Jung. Il dit « Le fond de l'âme est nature, et la nature est vie créatrice. » Fermez la citation. Ça, c'est très intéressant. Par ailleurs, cela confirme aussi la tradition chinoise qui croit implicitement, qui pense, qui sait, que la nature humaine est bonne, au fond, tout au fond. Bon. Selon toutes les intuitions hexagrammiques que j'ai confirmées par une étude, l'innocence 25 de Jung est celui qui hante le plus tard dans son hexagramme. J'ai déjà expliqué que dans 95% des cas, une personne entre dans la responsabilité de son énergie, donc dans son destin, qui est écrit dans le Yiking, dans le texte des traits, dans 95% des cas, au moment de l'adolescence, 15, 16, 17, 18 ans. Et parmi toute la centaine de personnes où j'ai fait des petits textes biographiques, ou plus ou moins développés, Jung était une petite exception, dans le sens où lui, il entre le plus tard, à 25 ans. J'ai jamais trouvé plus tard que ça. Bon voilà. À croire que l'innocence de Jung soit un processus aussi profond que lent à s'élaborer sans se définir. En effet, dans Ma vie, Jung raconte la réussite de ses fins d'études et ses premières les vacances de sa vie qu'il s'offre avant d'entrer au Burgholzli, c'est l'hôpital universitaire de Zurich en 1900. Il a fini ses études de médecine à 25 ans, né en 75 donc, et en 1900, il est médecin, il commence à travailler, et juste avant d'aller travailler, il s'offre, 15 jours, 3 semaines de vacances. Les premières de sa vie qu'il se paye lui-même. Ok, bon. C'est le début de son premier trait, dont le commentaire en 2 parties est « Aller, innocence, ouverture ». Ça commence comme ça, par le yang d'en bas du tonnerre pour lui. Très bien. Moi, je pars pas là-dessus, ça va être trop long. Aller, innocence. Ce sont les débuts du jeune psychiatre dans la vie active que Jung décrit dans Ma vie. Par exemple, les 6 premiers mois, il lit toutes les revues psychiatriques existantes, puis il se concentre sur sa thèse de doctorat en 1902, de la psychologie et de la pathologie, des phénomènes occultes. C'est ça son travail. Lui, il a bien la vie de l'âme, mais il perçoit aussi ce qui se passe dans l'au-delà.
ce qui a fait tomber en syncope Freud. C'est leur différence fondamentale. Ok. Mais Jung a déjà, c'est déjà là naturellement pour lui. Et cette porte est ouverte pour lui. Ok. Il le raconte, il y a plusieurs extraits où il voit ce que nous, les yeux ne voient pas d'habitude. Très bien. En 1902, Jung lit Freud une première fois, mais referme le livre car il n'est pas prêt. Il faut se rappeler aussi que il y a 19 ans d'écart entre les deux hommes. Ok. Il y a une génération. En 1903, ils se marient et ils auront 5 enfants. Je développe pas. L'ouverture, donc celle du premier trait, la deuxième sentence du premier trait de son tonnerre. L'ouverture parle évidemment de la relation entre Jung et Freud. Devenu chef de service en 1905, il y a une correspondance avec son aîné de 19 ans entre 1906 et 1914. Ça, c'est la relation entre Freud et Jung 1906 et 1914. Quelques 800 lettres. Ok. En février 1907, la première rencontre demeure inoubliable. Les deux hommes discutent pendant 13 heures d'affilée sans voir le temps passer. Ok. Rencontre magnifique. Ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Et puis, il y aura quelques différences, etc. Mais c'est d'une richesse. Ils sont tous les deux dans une exploration de l'âme, de la psyché et compagnie. Il y a quand même un point de vue juif chez Freud et un point de vue chrétien protestant, catholique, chez Jung. Ok, c'est ça qui, au fond quand même, c'est quand même ça qui va donner une rupture à leur relation à la fin. Et chacun sa route d'exploration. Les hexagrammes 25 de l'innocence et 61 de l'authenticité, donc celle de Jung et celle de Freud, celui de Freud, ont, en plus de la ténacité profitable dans leur jugement, un dessin des 6 traits très proches. Celui de l'authenticité est le plus caractéristique. Donc, j'ai déjà parlé de Freud et ce dessin des 6 traits, et c'est vraiment la caractéristique de cet équilibre avec ce vide intérieur des deux yin, avec les deux yang en bas, les deux yang du haut et les deux yin au milieu. C'est cet équilibre-là qui caractérise cette énergie 61, vérité intérieure, authenticité. Okay. Et donc le dessin des 6 traits d'innocence est assez proche, il n'y a qu'un trait qui varie. Ça change tout, c'est plus la même énergie, mais c'est assez proche et ça parle aussi de ces rapprochements énergétiques entre les deux êtres, entre Freud et Jung, entre Jung et Freud. Ce qui marque l'intériorité de la vie intérieure. Le dessin des 6 traits d'innocence décrit aussi une intériorité de deux lignes, mais le bloc des 3 yang du trigramme du ciel l'emporte dans l'équilibre de l'hexagramme. Donc, je précise un peu l'énergétique. Cela explique donc pourquoi Freud n'invente la psychanalyse qu'au début de son premier yin. Ça, c'est ce que je vous parlais du deuxième trait de Freud. Son invention de la psychanalyse ne peut avoir lieu, en fait, que quand, au début du yin intérieur. C'est vraiment l'intériorité. Okay. Et pourquoi Jung se plonge intégralement dans l'exploration de l'inconscient pendant ces deux yin aussi. Voilà. Dès 1912, rien ne va plus entre les deux hommes. Alors que Freud fonde la psychanalyse et ses concepts en observant l'humain depuis le prisme de la sexualité, Jung fonde la psychologie analytique, ou psychologie des profondeurs, en laissant toute sa place à l'au-delà. En 1914, la rupture entre les deux explorateurs de l'inconscient est consommée, chacun sa route. À plusieurs reprises, Jung a affirmé que sa rencontre avec le sinologue Richard Wilhelm était pour lui encore plus importante que celle de Freud. Avant de publier à Iéna en 1924 sa traduction allemande du Viking, la première traduction occidentale qui contient l'esprit chinois du livre, sacré et vivant, Wilhelm donne des conférences sur sa traduction en cours du livre sacré chinois. C'est à cette occasion qu'une première rencontre a lieu entre Wilhelm et Jung qui rend visite en spectateur à cette conférence en 1920, autour de 1920. Il faut préciser quand même que, a priori, Jung connaissait déjà le Viking avant 1920, dans une autre traduction que celle de Wilhelm, une traduction que je ne connais pas, et qu'il est possible, c'est une hypothèse, qu'il pratique déjà, parce qu'il va le faire, il va le dire, il va le faire après, mais qu'il pratique déjà avant 1920 des tirages pour lui, d'accord, et des tirages avec ses patients.
Ok, donc il est familier, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il y a dans cette autre traduction? J'en sais rien. Mais il n'y a pas encore l'esprit de tout le livre. Ça, c'est sûr et certain. À cette occasion d'une première rencontre autour de 1920. Mais Willem, sa grande œuvre de traduction accomplie, s'éteint bientôt en 1930. Il rendra visite sous forme d'un vieux chinois pendant la nuit à son ami après son décès. Ok, en fantôme. Fantôme sympathique, amical. À son enterrement, Jung prononce l'éloge funèbre de son ami. Deux points, ouvrez les guillemets. De même qu'il a donné un sens européen au patrimoine oriental, il nous fait traduire ce sens en vie. Comme on le sait, Willem traduit l'idée centrale de Tao par sens. C'est important. Traduire ce sens en vie, c'est-à-dire réaliser le Tao, telle serait la tâche du disciple. Jung est très juste quand il dit ça. En 1948, Jung est sollicité pour écrire la préface d'une retraduction anglaise du Yi-King de son ami Willem. Les Anglais comprennent que c'est un livre important, ils le traduisent en 1948 et 49. On apprend alors que Jung pratiquait déjà les oracles du Yi-King avant la traduction de son ami, parfois même avec des patients, et qu'il en est familier depuis plus de 3 décennies déjà. Ouais. Ok, pourquoi pas. Je me rappelais pas que c'était si précis. Pour donner un exemple de l'âme vivante du livre, écrit-il, l'âme vivante du livre, entre guillemets, c'est lui qui écrit, Jung effectue un tirage des tiges d'Achillée. Il interroge les oracles du Yi-King sur la pertinence de cette traduction anglaise de 1949. On lui demande de traduire, les Anglais, pour la traduction allemande de son ami Richard Willem. Il dit oui. Et pour cette préface, il effectue lui-même un tirage pour montrer au lecteur comment ça marche. Et il pose la question, de son tirage, est-ce que c'est pertinent de traduire? Est-ce que c'est pertinent de faire la... Bon. Et après, il va développer pendant sa préface comment ça se passe et qu'est-ce qui est le truc et machin. Ok? Donc, il rentre dans le processus pour montrer comment ça se passe. En phénoménologue. Alors, Jung effectue un tirage des tiges d'Achillée dans la traduction anglaise. À l'occasion de ce texte, Jung reprend son principe provisoire, son principe de synchronicité qu'il a érigé en l'absence du principe de causalité occidentale. Il manquait donc à Jung la connaissance de la pensée chinoise de la rationalité divinatoire. Ce qui m'intéresse ici de rappeler, c'est que Jung érige le principe de synchronicité, c'est lui qui l'invente à cette occasion de sa préface, en expliquant bien que, étant donné que le principe de causalité de notre pensée occidentale n'existe pas et ne fonctionne pas, n'est pas efficient dans ce livre du Yi-King, il invente le principe de synchronicité. Et il va en donner une définition de ce que c'est la synchronicité. Je vous la lis. Une synchronicité est la relation entre deux événements qui ne relèvent pas d'une association causale, mais d'une association de sens. C'est quand le principe de synchronicité, de causalité ne fonctionne pas et qu'il y a un sens farfelu qui apparaît, on dit « Ah, une synchronicité, comment ça se fait que c'est possible ?» Il y a un étonnement, un changement de niveau du réel, comme un phénomène de l'au-delà qui apparaît pour nous montrer quelque chose, comme un signe, nous mettre sur la voie avec du sens qui apparaît, un nouveau sens. On pourrait dire quantique, ça marcherait aussi, sauf que c'est Jung qui a inventé le mot synchronicité, et que tout le monde l'emploie sans trop savoir ce que c'est. Il y a encore un truc qu'il faut que j'efface là. Est-ce que ça part? Oui. Bon, c'est ça que je voulais... On va conclure. L'innocence de Jung a donc traversé les 2 guerres mondiales, dont il a eu les visions. Il a eu les visions nocturnes, je crois, avant chacune des 2 guerres mondiales. Ces livres furent brûlés avec ceux de Freud. Il faut se rappeler le travail des nazis.
Déjà en 1928, dans Problèmes de l'âme moderne, un de ses livres, L'homme aux rêves prémonitoires, Jung, qui pressentait déjà, ouvrez les guillemets, l'âge de l'américanisme et, ouvrez les guillemets, la soif effrénée du butin de l'arien, fermez les guillemets, jetait une vision ouverte sur l'Orient. Deux points, ouvrez les guillemets, et on finit là-dessus. Ce que nous considérons comme une invention spécifiquement occidentale, la psychanalyse et les mouvements issus d'elle, n'est qu'une tentative de débutant en comparaison de l'art exercé depuis longtemps en Orient. Voilà pour la position de Jung. Magnifique. Merci. À bientôt les incarnés.